Bonjour à tous, je suis le professeur Sukchanko qui vous accompagnera au premier cours de la formation mondiale de 2022 s'agissant de la compréhension des parcs scientifiques et technologiques et des clusters d'innovation. Actuellement, j'enseigne à l'université d'Hankook dans le département d'urbanisme et d'immobilier. J'ai aussi enseigné à l'université Yonsei, puis j'ai été également président du comité d'évaluation des résultats au sein du Technopark. J'ai aussi travaillé comme conseiller auprès du Chungnam Technopark. J'ai obtenu mon doctorat à l'University of North Carolina à Chapel Hill, qui se situe dans l'État de la Caroline du Nord, où se trouve le Research Triangle Park. Je suis très heureux de pouvoir partager avec vous les connaissances et expériences que j'ai acquises lors de la rédaction de ma thèse. Voici ce que nous allons étudier ensemble aujourd'hui. Dans la partie de l'introduction, nous allons découvrir pourquoi tant de régions du monde entier tentent de créer des clusters d'innovation et de les développer avec succès. Et nous allons aussi continuer à voir les raisons. Deuxièmement, nous allons examiner la notion du cluster d'innovation et voir les divers types de clusters d'innovation qui existent. Troisièmement, nous allons apprendre quels sont les facteurs clés qui affectent le développement des clusters d'innovation à chaque étape de développement et quelles sont les mesures politiques nécessaires. Enfin, nous discuterons sur la conclusion et les implications politiques. Si vous regardez ici, ce que je veux présenter dans l'introduction, c'est que les différents ouvrages listés sont ceux récemment publiés sur les clusters d'innovation. Cela explique pourquoi les pays et les régions de la société moderne font la concurrence en matière de création de clusters d'innovation pour la croissance économique et le développement. D'un petit pays développé d'Europe comme la Suisse à un pays en développement comme la Malaisie, beaucoup de pays souhaitent créer un tel supercluster. Nous allons donc voir les raisons et découvrir quels sont les efforts qui ont abouti à des résultats positifs durant le processus de la création. Donc, si vous avez le temps, je vous recommande de les lire. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous les connaissances que j'ai acquises grâce à cet ouvrage et à ces documents. Voici le World's 60 Most Innovative Economy qui présente les 60 zones économiques les plus innovantes. Malheureusement, maintenant, c'est le Bloomberg Telecom Media Group. Là, nous avons donné des classements basés sur divers indicateurs d'innovation et la Corée est classée au premier rang. Je n'essaie pas de me vanter, mais alors pourquoi des petits pays de puissance économique forte comme la Corée, Singapour ou la Suisse sont-ils apparus dans ces classements? C'est parce que ces trois pays ont tous réussi à créer des clusters d'innovation. Alors aujourd'hui, je souhaite présenter divers exemples de clusters d'innovation dans le deuxième et troisième cours. Dans le premier cours, nous allons apprendre ensemble la notion et la politique des clusters d'innovation. Les milieux universitaires et les instituts de recherche ont identifié la notion et la réalité du cluster d'innovation de manière spécifique et à travers de nombreux résultats de recherche, ils ont trouvé les facteurs ayant conduit au succès et ont remarqué que l'environnement local, c'est-à-dire l'environnement du business, le niveau de vie, les marques et les efforts de marketing, tous ces éléments se sont combinés pour former ces clusters. Et le fait que le soutien organisationnel, financier ou la gouvernance sont des facteurs clés pour le succès a ainsi été prouvé. Ensuite, le développement des clusters consiste à créer un espace où la technologie se développe et coopère avec un certain réseau de production dans la région, par exemple comme un incubateur d'entreprise ou un endroit dans lequel diverses institutions sont connectées les unes aux autres afin que la technologie, le marché et le capital soient investis. Puisqu'il existe de nombreux résultats de recherche liés à cela, j'espère que vous réfléchirez à la manière de découvrir des clusters basés sur ces contenus et à la manière d'établir et de mettre en œuvre des politiques liées à ces clusters. Voici une comparaison des fonctions des STP et des villes selon leurs fonctions et dimensions. Auparavant, dans le monde des clusters, il se trouvait une sorte de séparation des fonctions qui conduisait cet univers. Les fonctions étaient donc séparées les unes des autres dans l'éducation, la formation, la fonction, le transfert de technologie, la recherche et développement, le lancement de business, la production industrielle et la culture. Et je pensais que l'éducation et la formation avaient lieu dans les universités, la recherche et développement dans les instituts de recherche, la production industrielle dans les complexes industries, le logement et la culture dans les complexes résidentiels. Cependant, à mesure que le monde devient plus complexe et que la technologie se développe, j'en suis venu à réaliser qu'une sorte de convergence est nécessaire dans les universités. Les instituts de recherche et les complexes industriels, des interconnexions sont nécessaires
et la création de synergies à travers les réseaux est nécessaire. Ainsi, en examinant la répartition par type, un centre d'innovation technologique a été créé pour combiner la recherche et développement avec le transfert de technologies en premier lieu, et divers développements technologiques y sont réalisés. En d'autres termes, de tels efforts ont été faits pour commercialiser les résultats de recherche du chercheur afin qu'ils puissent être utilisés dans la vie réelle. En conséquence, certaines personnes souhaitent lancer leur propre business sur la base des résultats de leurs recherches dans l'institut de recherche, et ces personnes recherchent à nouveau le centre d'incubateur d'entreprise. C'est pourquoi ces fonctions combinées ont finalement abouti à l'émergence du TP, et dans certains pays, on l'appelle un parc scientifique, et dans d'autres pays, on l'appelle un complexe de recherche. Au fur et à mesure que divers types similaires à ces STP sont créés, l'éducation et la formation, le financement, les services de soutien, la recherche et développement pratique et le lancement des nouvelles technologies sont désormais combinés pour atteindre la dimension d'une ville. Nous l'appelons Technopolis, et ceci a comme élément essentiel un écosystème d'innovation. Dans le passé, on avait créé un tel complexe scientifique sur le site d'une université ou d'une banlieue, car il nécessitait un grand espace, mais maintenant, le problème est qu'ils sont trop éloignés du centre-ville, où les ingénieurs et chercheurs appartenant à la classe créative y résident. Pour eux, il est donc difficile de faire des allers-retours jusqu'au lieu de travail. C'est pourquoi, au fur et à mesure que des projets de régénération urbaine sont menés récemment, des districts d'innovation se sont formés autour d'universités existantes, d'instituts de recherche, de CHU et d'instituts de recherche privés dans les centres-villes. Ainsi, en regardant la définition du district d'innovation, cela signifie que les organismes essentiels de pointe, start-up, incubateurs et accélérateurs d'entreprises se sont réunis pour former un quartier d'affaires. C'est ce qu'on appelle un district d'innovation, et il est créé dans de nombreux pays, en dehors des complexes de recherche, des complexes technologiques, des complexes industriels et des parcs technologiques qui étaient séparés dans le passé. Le district d'innovation a désormais 3 éléments importants en tant qu'espace, ce qui signifie que d'abord, les actifs économiques, puis les actifs physiques et les actifs de réseau sont combinés pour former un écosystème d'innovation. De tels districts d'innovation se forment non seulement dans les pays avancés, comme à Boston aux États-Unis et Milan en Italie, mais récemment, nous pouvons ainsi les trouver à travers les pays en développement tels que Ho Chi Minh au Vietnam. Il y a aussi le district d'innovation de Jurong du Singapour où diverses activités innovantes sont en cours. Et maintenant, dans l'introduction, j'ai expliqué certaines de ces tendances récentes en conclusion. Deuxièmement, la notion concrète de ce qu'est un cluster d'innovation et pour vous dire de quel type il s'agit, nous allons en discuter dans la prochaine partie. En général, nous entendons beaucoup parler de cluster d'innovation. Je vais vous montrer comment distinguer un cluster et comment faire la différence facilement. Lorsque nous mettons des tomates dans un bol, on peut constater que chaque tomate est un individu indépendant. Ce genre de rassemblement, nous l'appelons simplement concentration, donc agglomeration en anglais. Si les entreprises n'interagissent pas entre elles et existent séparément et qu'aucun réseau n'est établi, il ne s'agit que d'une telle simple concentration. Mais si vous mettez une grappe de raisin dans un bol au lieu des tomates, dans ce cas, on peut appeler cela un cluster. Parce que les grappes de raisin sont reliées les unes aux autres par des branches comme le networking. Lorsqu'il existe un réseau, un tel état est appelé un cluster. Quand des entreprises se rassemblent dans un secteur spécifique par la spécialisation et professionnalisation, nous appelons cela un cluster industriel. Et ces clusters industriels sont interconnectés et interagissent les uns avec les autres sur la base de la chaîne de production de valeur. Autrement dit, il existe de nombreuses interactions telles que l'achat et la vente de biens, l'approvisionnement en matériaux. Ensuite, si le cluster industriel est centré sur un espace spécifique, on l'appelle un cluster régional. Concernant ce qu'est un cluster d'innovation, celui-ci chevauche un peu avec un cluster industriel, mais lorsque les universités, instituts de recherche innovateurs adjacents, institutions intermédiaires, sociétés de capital risque se réunissent en tant qu'acteurs, et lorsque davantage d'innovation est dynamisée à travers de telles choses, c'est ce qu'on appelle un cluster d'innovation. Bien que les clusters industriels et les clusters d'innovation soient complètement distingués, il existe de nombreux cas où ces deux parties se chevauchent. Ensuite, en plus de clusters d'innovation, on utilise le terme de système régional d'innovation. La différence entre les deux
et qu'un cluster d'innovation est un état dans lequel les ressources d'innovation et le capital social d'une industrie spécifique sont regroupés. Le système régional d'innovation est un domaine très diversifié, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une industrie spécifique, mais celui-ci comprend toutes les industries d'une ville ou d'une région spécifique. Lorsque le TP a été créé pour la première fois en Corée, il a été utilisé comme un moyen de construire un cluster d'innovation, mais récemment, il est utilisé comme un moyen de construire un système régional d'innovation, de sorte que l'on peut voir que la fonction du TP a progressivement changé. Si vous regardez la figure, vous pouvez voir ici le cluster de connaissances dans le cercle en ligne pointillé à gauche. Une sorte d'université, d'instituts de recherche publics, de gouvernements ou d'instituts de recherche associés sont réunis, et au milieu, si vous regardez ici, il y a un organisme affilié. Et c'est donc l'organisme affilié qui signifie une sorte de TP. Ensuite, la partie pointillée représente le cluster industriel. Dans ce cluster industriel, les fournisseurs A et B et divers autres fournisseurs sont regroupés au sein de l'entreprise de pièces détachées et de matériaux. Dans d'autres cas, ils sont regroupés autour de grandes entreprises. Même les prestataires de services qui composent le système de fourniture sont appelés clusters industriels, puis le cluster de connaissances et le cluster industriel partagent et combinent cette même portée que nous appelons cluster d'innovation. Finalement, ce que veulent toutes les régions, c'est que ces clusters de connaissances et industriels se combinent pour créer un espace où les activités d'innovation sont très actives. Alors ces clusters existent-ils seulement en un seul type? La réponse est non. Selon l'économiste urbain A, Mark Hunsen, celui-ci les divise en 4 types différents. La première chose qui ressort, c'est lorsqu'un cluster de groupes de PME de la région et de PME se rassemblent comme sur cette figure à gauche. En d'autres termes, cela signifie une agglomération qui forme un groupe de PME, de sorte que des actions innovantes sont réalisées à travers les activités commerciales de chacun et ainsi des avantages économiques sont obtenus les uns des autres. Et dans certains cas, on parle de type nœud et rayon composé de grandes entreprises et de PME concernées. On dit généralement qu'une roue de wagon a un moyeu au milieu, et la forme d'une telle roue, qui s'étend comme celle-ci, s'appelle nœud et rayon. Il existe également des clusters de ce type. Dans certains cas, les sièges des sociétés multinationales sont situés dans d'autres pays ou régions, mais comme leurs instituts de recherche associés sont regroupés et que les PME les rejoignent, il existe également ces clusters de type plateforme satellite. C'est pourquoi de nombreux clusters d'innovation dans le monde font partie de ce type et les États-Unis ont ces différents contenus. Une autre est que l'État crée le complexe industriel étatique afin de favoriser l'industrie de base du secteur public. Lorsqu'un cluster est formé autour d'une certaine grande entreprise ou d'un certain institut de recherche, il se trouve un cluster de complexe industriel à ancrage étatique centré sur le secteur public et en Corée, ce type de cluster est souvent adopté. Donc, parmi ces 4 types, lequel a le plus d'avantages et d'inconvénients ne sera pas discuté par contrainte de temps, mais je pense que vous devriez faire ce choix en tenant compte du niveau de développement économique de chaque région ou pays. Ensuite, lorsqu'on parle de clusters industriels, on avait mentionné le fait que ceux-ci doivent être spécialisés dans un certain domaine industriel. En effet, on définit les clusters industriels où se trouvent des activités commerciales productives, mais il y en a qui ne peuvent pas être appelés comme ceux-ci. Par exemple, un marché traditionnel, un complexe industriel ou une zone industrielle, on ne peut pas les désigner comme un cluster. Ceci signifie qu'il ne peut pas être considéré simplement comme un cluster parce que les entreprises individuelles s'y regroupent et mènent des activités de production individuellement. D'autre part, il existe des clusters artistiques et culturels comme ceux-ci à droite. Ensuite, il y a le cluster politique et le cluster où seuls les instituts de recherche scientifique se regroupent. Comme ceux-ci, ces clusters d'autres secteurs ne sont pas ce que nous appelons des clusters industriels. Ces genres de clusters, nous les appelons des clusters semi-industriels ou des clusters non industriels, mais j'ajoute que ceux que nous voulons principalement favoriser et développer sont les clusters industriels. En effet, il est nécessaire d'encourager autant que possible les clusters non industriels, mais je pense que des efforts politiques doivent être faits pour transformer autant que possible les clusters industriels en clusters d'innovation. Et maintenant, voyons ensemble certaines parties essentielles du cluster et le modèle d'espace de coopération. Quand vous regardez n'importe quel cluster dans votre région, on dit que la partie essentielle est composée de 2 secteurs.
Premièrement, y a-t-il un milieu industriel? Ce milieu industriel comprendra probablement des instituts de recherche, de sièges des sociétés multinationales, des ETI de type recherche et développement dynamique, des PME et des entrepreneurs puis des prestataires de services professionnels. Et d'un côté du cluster d'innovation se trouve le milieu universitaire, n'est-ce pas? Ici se trouvent des établissements d'enseignement supérieur tels que des universités, des instituts de recherche publics ainsi que des instituts de recherche privés. Après cela, diverses associations, sociétés académiques et institutions similaires jouent également un rôle crucial. En effet, si le milieu industriel et l'argent sont séparés et que ça reste comme ça, on ne peut pas le voir comme un cluster. Ensuite, afin d'être regroupés, le milieu industriel et universitaire doivent maintenant construire un réseau organique les uns avec les autres que nous appelons un espace coopératif urbain. Dans l'espace coopératif urbain, il existe de nombreux réseaux humains qui peuvent effectuer une coopération liée à l'industrie et à l'université, puis des centres d'innovation technologique et d'incubateurs d'entreprises jouant le rôle du facilitateur ou courtier. Ou il peut s'agir d'un type de complexe tel qu'un complexe technologique ou TP pouvant exister sous diverses formes. Alors que nous créons maintenant ces espaces coopératifs industriels, universitaires et urbains. C'est la capacité régionale qui détermine la mesure dans laquelle ces espaces coopératifs urbains peuvent se développer. Nous appelons cela en général la capacité régionale, mais chaque région a des potentiels et des capacités différentes. C'est parce que la région a une certaine historique ou dépendance de chemin. S'il y a beaucoup de ressources dans la zone et que de nombreux organismes sont réunis pour les utiliser, la capacité de la zone sera beaucoup plus grande. Sinon, la capacité régionale est forcément très faible. Ainsi, ce qui est inclus dans ces capacités régionales, c'est le besoin de main-d'œuvre, que ce soit dans l'industrie de la capacité éducative ou universitaire régionale ou dans l'espace coopératif urbain. Ensuite, le niveau de qualité de l'industrie évolue en fonction de l'excellence des institutions, y compris des écoles élémentaires, collèges, lycées et universités capables de fournir une excellente main-d'œuvre. Deuxièmement, lorsque les gens se réunissent dans la vie quotidienne, nous ne nous contentons pas de travailler ou de faire des recherches tous les jours. Nous avons besoin de ressources telles que la culture et l'art où ces personnes peuvent se rassembler, s'amuser et vivre ensemble. C'est pourquoi l'artisanat traditionnel, les marchés traditionnels et l'entrepreneuriat sont issus de ces cultures urbaines. Par conséquent, dans les régions où de nombreux entrepreneurs sont produits, leurs descendants ont également tendance à s'engager dans des activités entrepreneuriales. Cette tendance similaire est également observée en Corée. Ensuite, un autre élément important, c'est que les gens ont besoin d'un lieu de repos, c'est-à-dire un environnement résidentiel. En fin de compte, l'environnement résidentiel est essentiel. Les personnes en charge de l'aménagement urbain font donc beaucoup d'efforts pour créer un environnement résidentiel urbain plus agréable en ajoutant plus d'espaces verts. Alors, quelles sont ces trois raisons et quels sont les facteurs contribuant à l'influence locale? Ceci consiste la fonction administrative. Il est déterminé par la rapidité avec laquelle les fonctionnaires de la région gèrent l'administration ainsi que la capacité des entreprises ou écoles capables de résoudre les enjeux. Ensuite, l'infrastructure de transport, la facilité et la rapidité avec lesquelles les gens peuvent se déplacer, le développement des transports publics et la qualité du réseau routier sont cruciales. De plus, le fait qu'il existe un aéroport international aux alentours où l'on peut se rendre dans de nombreux endroits du monde joue un rôle important. Et un autre facteur pouvant dynamiser le milieu industriel et universitaire est le marché des capitaux. Lorsque quelqu'un est investi et fournit certains nouveaux équipements aux universités et aux industries, et investit des capitaux pour le développement des nouvelles technologies de l'avenir, et donc lorsqu'il y a ce genre de dynamisation, l'impact sur la région peut être grandement revitalisé et important. On dit donc que ces capacités régionales déterminent le degré d'activité des espaces coopératifs industriels, universitaires et urbains. Voyons maintenant quels sont les facteurs clés et les mesures politiques pour chaque étape du développement des clusters d'innovation régionaux. Clusters d'innovation, comme je l'ai déjà expliqué, les composants sont les milieux industriels et universitaires, mais ce sont les personnes qui mènent des activités commerciales ou de recherche dans ces milieux. Par conséquent, ce cluster d'innovation est aussi appelé cycle de vie, où il se crée comme un organisme vivant, grandit, se développe, mûrit, puis décline, n'est-ce pas?
Ceux-ci traversent dans un cycle de vie. Certains chercheurs affirment que les produits, régions et industries ont tous un cycle de vie. Je pense aussi que les clusters passent par ce processus de croissance, puis de déclin, de poursuite de la croissance ou de déclin, puis de résurrection, selon le même cycle de vie. Ici, le premier s'appelle le cluster embryonnaire, et à ce stade, les entreprises se rassemblent, et c'est à partir de cela que l'institution technologique centrale fait son apparition. Ensuite, si la technologie est transférée à l'institution technologique centrale et que le networking est établi et que les activités de l'entreprise deviennent actives, ceci deviendra un cluster émergent. Et lorsque ce cluster dépasse la taille critique et lorsque des capitaux sont injectés et que les emplacements d'autres entreprises et institutions connexes se développent, il est maintenant converti en un cluster en développement. Ensuite, il se transforme en un cluster mature et cette période de maturité peut être longue ou courte selon la façon dont les décideurs politiques et la communauté locale travaillent. À mesure que de plus en plus d'entreprises se rassemblent, le prix des terrains augmente, le coût de la vie devient cher, et si une atmosphère refusant d'accepter de nouveaux changements se forme parce qu'elle est trop figée dans une industrie particulière, celui-ci se transformera en un cluster en déclin. Cela dépend donc du type de politique et d'efforts déployés. Parfois, il se trouve une stagnation et il grandit à nouveau par la transformation, c'est-à-dire le changement. Et dans la figure, il est marqué musée, ce qui signifie qu'il est mort. Le cluster est déjà mort et a atteint un état où il ne peut plus fonctionner en tant que cluster. C'est pourquoi, si vous souhaitez développer un cluster dans votre région ou avoir une politique en la matière, il est important de vérifier d'abord à quel stade se trouve actuellement le cluster dans votre région ou pays. Ensuite, en examinant le scénario de développement du cluster et le type de développement, on peut maintenant voir qu'il s'agit d'un cluster industriel au début de la première apparition. Ici, la densité du réseau est faible, la dimension est petite et c'est à peu près le moment où il apparaît en tant qu'institution leader et lorsque la force centripète se renforce progressivement autour de l'institution leader, elle se transformera en cluster pendant la période de croissance. Cependant, s'il n'y a pas de spécialisation et de professionnalisation dans un domaine particulier centré sur une technologie particulière, une telle croissance se produira sans orientation et elle ira à un stade où elle s'arrêtera simplement en tant que concentration industrielle sans spécialité. Selon la façon dont les décideurs politiques et les innovateurs de la communauté locale font des efforts à ce stade, ils peuvent suivre cette voie ou se transformer en ce type de concentration industrielle sans spécialité. Ensuite, après le cluster en croissance, le prochain stade concerne le renforcement de la force centripète. La force centripète est la force qui attire de nombreuses personnes talentueuses, d'institutions et de ressources de l'extérieur, mais uniquement dans un secteur spécifique de l'industrie. Mais à mesure que la force centripète est renforcée, une force centrifuge équilibrée avec d'autres clusters à l'extérieur est nécessaire. Ainsi, lorsqu'une force centrifuge équilibrée est assurée, le cluster en croissance devient le cluster résilient. Les clusters résilients pourront durer longtemps. Cependant, si la force centripète est trop forte et qu'il risque d'être figé dans un secteur spécifique, malgré le fait que la technologie est désormais obsolète et que l'égoïsme de la communauté de la région apparaît, le cluster cesse de croître et devient un cluster de chemin bloqué. Et puis, il y a le chemin même qui mène à la phase de déclin. C'est pourquoi on peut dire que le sort du cluster régional est déterminé par les décisions prises par les décideurs politiques à ce stade précis et dans quelle direction la communauté l'oriente par le biais d'un leadership intermédiaire. En examinant bien ce processus, j'espère que vous allez déployer vos efforts afin de bien surveiller dans quel chemin le cluster de votre région s'engage et, si possible, de faire passer le cluster en croissance à un cluster résilient. Maintenant, en expliquant que la politique est un facteur clé déterminant le stade de développement du cluster d'innovation, nous allons voir les diverses politiques industrielles et chaque pays poursuivre ardemment leurs politiques industrielles respectives. Les politiques scientifiques et technologiques sont établies et mises en œuvre à part. D'autre part, pour le développement de la région, il existe également des politiques de développement régional distinctes. Alors, est-ce qu'une politique distincte pour les clusters est nécessaire ? En effet, lorsque des politiques distinctes sont combinées, tout cela contribue à promouvoir un cluster d'innovation. Cependant, la raison pour laquelle la politique des clusters d'innovation est nécessaire, c'est parce qu'il y a des parties qui se chevauchent au milieu. Comment pouvons-nous donc utiliser efficacement les parties qui se chevauchent ? Afin de créer des effets de synergie, lorsque les politiques sont combinées plutôt qu'exécutées séparément, une synergie peut être créée.
Il faut donc une politique dédiée aux clusters d'innovation pour créer des synergies. En général, les politiques industrielles de complexes industriels sont diverses politiques liées à la création ou au perfectionnement structurel. Mettre en place un système de soutien aux entreprises afin d'attirer les IDE fait partie de la politique industrielle. Alors, qu'est-ce que la politique scientifique et technologique ? La politique scientifique et technologique comprend la création de complexes scientifiques, la désignation et la promotion de zones spéciales de recherche et développement ou la réalisation de projets locaux de promotion de la science et de la technologie. Les politiques de développement régional comprennent principalement des domaines tels que l'équilibre physique, le développement de villes innovantes et la promotion d'universités locales et la création de complexes industriels locaux de technologies de pointe. Alors, si on demande sur quoi porte principalement la politique des clusters d'innovation, il y a un besoin pour de telles politiques liées au networking entre ces différentes disciplines. Par conséquent, la création des espaces coopératifs tels que le Centre d'innovation de l'économie créative du TP, le District d'innovation de la régénération urbaine et le District d'innovation de coopération de l'industrie et de l'université font partie des politiques représentatives des clusters d'innovation en Corée. Et certaines de ces politiques produisent également de très bons résultats. Nous sommes en train de discuter sur la politique des clusters. La politique générale des clusters concerne diverses mesures politiques liées au passage d'une simple concentration industrielle à un cluster d'une industrie locale et finalement à un cluster d'innovation. Voici les éléments clés par chaque étape. D'abord, ceci nécessite un tel effort afin de faire passer d'une simple concentration industrielle à une zone spécialisée ayant besoin d'un networking, d'un ce qu'on appelle enracinement, puis d'intégration institutionnelle. Ensuite, grâce à l'apprentissage collectif, des opportunités en la matière dans la région sont offertes et ceux-ci se développent jusqu'à un stade où ceux-ci sont mutuellement transférés à la main-d'œuvre technique entre les entreprises. Il peut également être transformé en un district d'apprentissage où les synergies d'innovation peuvent être démontrées. Ensuite, quel type de mesures politiques sont nécessaires pour dynamiser ces facteurs clés ? Comme vous pouvez le voir ici, afin de passer d'une simple concentration industrielle à un cluster industriel régional, il faut d'abord perfectionner la structure du complexe industriel. À l'origine, les complexes industriels n'avaient pour but que de fournir des espaces afin d'attirer et de développer les entreprises. Alors, les terrains étaient vendus ou les espaces étaient loués pour que les activités industrielles puissent avoir lieu. Cependant, le perfectionnement structurel est le processus qui permet aux entreprises d'interagir les unes avec les autres et de donner et de recevoir divers avantages mutuels. Il s'agira donc d'une étape de networking à travers le business du mini-cluster. Le ministère des PME ou le ministère de l'Industrie met en place différents dispositifs d'accompagnement des entreprises installées dans des complexes industriels et apporte un certain soutien financier ou un appui important à travers divers programmes. C'est pourquoi il existe plusieurs projets qui peuvent résoudre les enjeux des entreprises. Ensuite, l'attraction des IDE est un enjeu important dans un pays hautement industrialisé comme la Corée, de sorte que des complexes d'investissement étrangers sont créés pour l'attraction des IDE. En outre, lorsque des étrangers font un investissement, diverses incitations sont accordées pour cela. Ainsi, grâce à ces efforts, une simple concentration industrielle devient un cluster industriel régional. Après cela, un TP est établi et des mesures politiques telles que la dynamisation de la coopération du réseau d'industrie-université, c'est-à-dire cette révolution de coopération d'industrie-université, sont nécessaires à travers le TP. Donc, après avoir créé le TP, il se trouve maintenant 19 TP en Corée et ceux-ci ont joué un rôle important pour cette dynamisation. Et après cela, nous avons réfléchi à la façon de connecter et de faire converger les clusters géographiquement dispersés. Donc il y a eu un projet de dynamisation pour la connexion de ces clusters, c'est-à-dire un projet d'élargissement. Et afin de nous engager directement dans l'industrie basée sur la connaissance, nous avons fait des efforts tels que la création de divers types de complexes industriels urbains de technologies de pointe. Par exemple, il se trouve des mesures politiques comme celle-ci. Les mesures politiques du cluster industriel régional au cluster d'innovation sont d'abord prises à ces différentes mesures politiques pour passer d'une simple concentration industrielle à un cluster industriel régional sont prises en premier plutôt que d'être faites plus tard. Les clusters d'innovation ne peuvent être formés efficacement que lorsque les spécialisations et professionnalisations sont faites pour chaque industrie
et que l'existence des clusters est confirmée. Puis, ces tâches de création de clusters d'innovation sont exécutées de manière consécutive. Nous avons donc examiné les facteurs clés et les mesures politiques pour chaque étape du cluster d'innovation. Maintenant, regardons quelles caractéristiques et leçons il y aura dans la politique de ces clusters. La politique des clusters d'innovation n'a pas commencé dès le début en Corée. Jusqu'aux années 60, 70 et 80, nous avons commencé par le développement de l'industrie légère et avons déployé des efforts continus pour favoriser les industries de substitution aux importations en créant des complexes industriels à travers le pays. Maintenant, nous nous concentrons sur la promotion de la science et la technologie en développant notre propre complexe de recherche scientifique, et cela s'est imposé dans la politique des clusters d'innovation comme un effort à pouvoir jouer un rôle leader. Si tel est le cas, on peut constater que la politique des clusters se situe au croisement de diverses politiques. Comme mentionné précédemment, la politique scientifique et technologique, la politique régionale, la politique industrielle, la politique des entreprises, la politique de l'éducation et même la politique urbaine sont récemment liées à cette politique des clusters. Ainsi, certains TP font des efforts concernant l'incubateur d'entreprises à travers des projets de régénération urbaine. Cependant, si ces politiques individuelles sont mises en œuvre séparément et individuellement par les ministères du gouvernement central, l'efficacité est très faible. Par conséquent, si la politique scientifique et technologique et la politique industrielle ne sont pas liées, la technologie nécessaire requise dans le domaine industriel risque de ne pas être développée. De plus, si les politiques scientifiques et technologiques sont très avancées et que le niveau de l'industrie est bas, seuls des résultats de recherche inutiles apparaîtront et il sera impossible de les utiliser. Ensuite, il en va de même pour la main-d'œuvre. Il est efficace lorsque les entreprises produisent beaucoup de main-d'œuvre nécessaire grâce à des politiques d'éducation. Donc, au final, on peut dire que la politique des clusters est de faire converger ces différentes politiques effectuées individuellement pour qu'elles puissent être mises en œuvre plus efficacement. Cependant, les acteurs de la politique des clusters, qui peuvent être des fonctionnaires du gouvernement central, des scientifiques et des ingénieurs ou des membres de la communauté, puis la gouvernance et non le gouvernement au sens de la nécessité d'une gouvernance coopérative, leur niveau et compétences professionnelles varient considérablement en fonction des outils politiques qui peuvent être utilisés. Donc, pour vous présenter les enjeux qui ont récemment été focalisés sur la politique des clusters et pour vous présenter à travers notre expérience en Corée, il se trouve de nombreuses discussions sur lesquelles des politiques menées par le gouvernement central ou les collectivités locales sont le plus efficaces. À partir de là, il y a un débat pour savoir s'il est souhaitable que le gouvernement central n'apporte qu'un soutien indirect et que le gouvernement central prenne l'initiative de le promouvoir. Bien sûr, cela dépendra de la politique de chaque pays ou région ainsi que du niveau de développement. Deuxièmement, la coopération entre les ministères et les collectivités locales est nécessaire pour le partage des politiques. En Corée, de nombreux complexes industriels nationaux sont souvent dirigés par le gouvernement central. Par conséquent, il est très inefficace pour le gouvernement central et les collectivités locales de mener des politiques séparément car les clusters doivent être nourris dans une région spécifique centrée sur une industrie spécifique ou une industrie spécialisée. Ensuite, de toute façon, le plus important dans un cluster d'innovation, c'est le réseau de la production. Puisqu'il s'agit de construire un écosystème de production, si les entreprises privées sont laissées de côté, il ne faut jamais les exclure. Ainsi, la coopération avec le secteur privé est essentielle. Alors comment inciter la participation du secteur privé ? Vous pouvez également apprendre une leçon sur la nécessité de motiver les entreprises privées. Lors de la création d'un complexe scientifique ou d'un complexe industriel, tout en menant une politique de cluster, plutôt que de développer inconditionnellement un développement physique ou un complexe scientifique, puis un complexe industriel, l'enjeu est de savoir comment connecter tout cela en promouvant simultanément une politique de cluster. Donc d'abord, vous devriez regarder le niveau de développement du cluster dans la région, c'est-à-dire à quel stade du cycle de vie il est positionné. Puis, créer un complexe industriel ou un complexe scientifique, si nécessaire, étape par étape, car le fait de les mettre en place les trois à la fois, ceci risque de causer des problèmes en matière de connexion. Désormais, en sécurisant le lien entre le système d'innovation national, le système d'innovation régional et la construction des clusters, lorsque cette politique des clusters est promue séparément et que le système d'innovation régional est établi séparément pour chaque région, en fin de compte,
Je pense que ceci pourra conduire à un gaspillage de ressources et de main-d'œuvre. Par conséquent, nous pouvons tirer de nombreuses leçons à travers ce qu'on a vu, de la notion jusqu'aux facteurs clés, mesures politiques et caractéristiques des clusters. Il est donc nécessaire de coopérer les uns avec les autres grâce à de nombreuses discussions entre les membres de communautés locales. Passons maintenant à la partie de la conclusion et aux implications politiques. Alors, quelle conclusion peut-on en tirer ? Un cluster d'innovation durable à long terme, c'est tout ce que nous attendons de la part des clusters les plus désirables. Afin de construire un tel cluster, il faut donc d'abord diagnostiquer l'étape de développement du cluster ciblant les clusters industriels existants et comprendre les résultats. Ensuite, après avoir confirmé l'existence du cluster industriel, il faut analyser les types et les caractéristiques du cluster régional. Il faut donc savoir de quel type il s'agit et quels sont ses inconvénients. Troisièmement, il est nécessaire de comprendre si un mécanisme de transfert de connaissances en réseau ou un système de soutien à l'innovation, une culture de coopération et de confiance entre les entités constituantes a été établie. C'est donc après ce diagnostic préliminaire et cette identification qu'un STP ou un parc technologique est créé. Et s'il se trouve une nécessité de créer un autre type d'institution intermédiaire de soutien ou d'un centre et de soutenir ces espaces ou installations à travers cela, vous devez commencer à le construire ou l'installer. Donc, après ces étapes, vous devez décider où construire ces installations et complexes. En outre, il est nécessaire d'établir une structure de cercle vertueux en découvrant et en soutenant les tâches de recherche et développement qui répondent aux demandes des entreprises, en élargissant la base de l'innovation technologique et les politiques d'investissement et d'incitation à la recherche et développement des entreprises. Afin de créer l'effet de cluster et d'accueillir ces effets, la capacité d'innovation technologique ou l'esprit d'entrepreneuriat nécessaire doit être établi dans la communauté dans une certaine mesure. Si personne ne veut lancer ce business, ces genres d'entreprises ne peuvent pas être développés dans la communauté locale. Par conséquent, après avoir diagnostiqué les capacités internes des entreprises, il est nécessaire de mettre en œuvre diverses politiques de promotion des industries ou des entreprises. Toute innovation due à la spécialisation et à la professionnalisation au sein de la région est entravée. Lorsque la spécialisation et professionnalisation est accomplie dans un seul domaine particulier. Les parties prenantes deviennent désormais égoïstes et certaines autres innovations dans d'autres industries risquent d'être perturbatrices. Vous pouvez donc voir beaucoup de choses se produire de cette manière. Ensuite, il est nécessaire de diagnostiquer à l'avance la possibilité d'une telle occurrence et de prendre des mesures préventives pour éviter toute uniformité technique, fixation ou phénomène de fixation. Et en reflétant les évolutions de l'environnement industriel ou en renforçant la convergence entre industries manufacturières et de services, certaines industries non spécialisées sont également soutenues dans une certaine mesure et dans ce cas, l'économie locale est tirée par une trop grande spécialisation dans une ou deux industries, il ne faut donc pas que ce genre de situation arrive. Dans cette partie, je voudrais donc accentuer l'importance d'un certain équilibre. Enfin, ces projets de développement de clusters qui dépendent uniquement des ressources financières du gouvernement central devraient être réduits. Si possible, si vous regardez les clusters d'innovation qui réussissent dans le monde, ceux-ci ont été dirigés par le secteur local ou privé et ils ont été très actifs avec une durabilité élevée. Cependant, les clusters entièrement financés par le gouvernement central sont souvent en déclin lorsque le soutien du gouvernement cesse. Par conséquent, il est nécessaire de développer la capacité d'étendre l'autosuffisance de la région en élargissant les projets dirigés par le secteur privé. S'il est nécessaire de construire un cluster d'innovation durable à long terme, votre communauté locale, vous devez vous souvenir de certaines implications politiques, puis utiliser un certain diagnostic, puis l'outil politique, le bon outil au bon moment, et encore une fois, j'espère que vous prendrez des mesures préventives contre ces choses qui sont fixées au milieu pendant la croissance et, si possible, que vous aurez une telle capacité d'autosuffisance afin que de nouvelles industries puissent être continuellement nourries. Je vais maintenant terminer le cours. 2 questions ont été présentées pour voir à quel point vous avez été attentif au cours. Si vous arrivez à bien résoudre ces problèmes, ceci signifie probablement que vous avez été attentif, et si ce n'est pas le cas, je vous recommande d'étudier à nouveau. Aujourd'hui, j'espère que ce cours a été utile à comprendre sur les clusters d'innovation et à mieux comprendre le rôle des intermédiaires tels que TP dans la dynamisation des clusters d'innovation. Je vais maintenant finir le cours. Je vous remercie.